Ok, je vais saluer tout le monde. Bonsoir à Judith, bonsoir à Cyril, bonsoir à Leslie. Il y a encore qui? Bonsoir à Zaret. Vous pouvez réagir par les messages. Vous pouvez réagir par les messages. J'ai une partie message, vous écrivez là-bas. On va voir. On a attendu, on est connecté depuis 20 heures, 1 minute. On a attendu 15 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Je crois que Cyril est connecté depuis Douala. Julius est connecté depuis Yaoundé. Leslie est connecté depuis Ottawa. Et Zara est connecté également depuis Yaoundé. Est-ce que tous ceux qui sont connectés peuvent écrire un message pour qu'on soit sûr qu'ils sont présents? Est-ce que tous ceux qui sont connectés peuvent écrire un message pour être sûr que... Ah, d'accord. Merci à Leslie, merci à Cyril. Est-ce que Zared, il est là, il peut écrire un message pour signaler sa présence? C'est pour éviter de dire des choses alors que les gens ne sont pas là. On a 2 heures uniquement, donc il nous reste déjà moins de 17 minutes. La présentation va se faire en 2 parties. Je vais présenter une partie, Judith va présenter également une partie. Et on aura 45 minutes maximum chacun. Le temps qui a commencé, je pense qu'on va commencer, on va s'ajuster dans notre présentation. Et à la fin, on va laisser 30 minutes à chacun, du moins pas à chacun, on va laisser 30 minutes pour que les gens réagissent. Donc, je suppose que tout le monde voit l'écran, bien mon écran. Chacun voit mon écran. Le rôle de l'éducation musicale dans l'accomplissement de l'aide. Si quelqu'un a un souci, qu'il signale. S'il ne voit pas l'écran de présentation. Alors, tout d'abord, merci à tous ceux qui ont répondu présent à cette invitation que nous venons de faire. C'est un moment d'échange, un moment de débat. Pas débat de discussion, mais c'est un débat de construction. Pour essayer de voir l'impact de la musique dans le développement même de l'être, l'accomplissement de l'être. Alors, je vais être assisté de Judith Camden, qui a également une très bonne expérience dans le domaine de l'éducation musicale. Je laisserai le soin pour elle-même de se présenter tout à l'heure. Alors, mon plan de travail est structuré en 2 parties. La première partie sera consacrée à la définition des thèmes clés, notamment la musique, l'éducation musicale, qu'est-ce que c'est, l'être et l'accomplissement. Donc, je vais prendre le temps de définir chaque mot, parce que c'est important que nous puissions partir sur un même pied, sur un même point, pour être sûr qu'on se comprend, et pour être sûr qu'on est en train d'avancer, qu'on a les bonnes expressions. Donc, ça, ce sera la première partie. Et je pense que quand les thèmes vont être définis, vous aurez déjà un aperçu de ce qui va se faire dans la suite. Donc, il faut bien prêter attention aux définitions. On ne va pas penser à la même définition de ce que c'est que la musique ou encore ce que c'est que l'être ou l'éducation.
Et en deuxième partie, on va parler du rôle de l'éducation musicale dans la dimension physique. En réalité, je vais expliquer pourquoi uniquement la dimension physique. La thématique de ce soir parle de l'être, et l'être ici, ce n'est pas spécifié. C'est pourquoi il faut bien prêter attention à ce qui va être défini en tant qu'être. Donc, rapidement, on va attaquer la partie des définitions. Premièrement, on va parler de ce que c'est que la musique. Alors, pour Claude G, la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Ça, tout le monde le connaît. Du moins, ceux qui font la musique, ils doivent avoir déjà entendu ça quelque part. La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Ça, c'est une définition de Claude Auger dans son livre de Paris 5e, où il explique justement les méandres et les fondamentaux de la musique. Et dans cette définition, il y a plusieurs éléments qui entrent en considération. Je peux en souligner 3. Le premier, c'est l'art. Le deuxième, c'est combiner les sons. Et troisièmement, c'est l'agréable. Donc, la musique n'est pas la combinaison des sons. La musique n'est pas la combinaison des sons agréables. La musique, c'est l'art. S'il n'y a pas le mot art, ce n'est pas la musique. Ce n'est pas la musique parce qu'on parle de art qu'on parle de musique. Donc, pour ceux qui ont fait la formation à l'école de musique Réma, vous avez forcément réalisé que dans le premier cours, on fait la différence entre ce que c'est que le son, le bruit et la musique. Alors, il y a toujours le mot son qui est associé au mot art, au mot musique. Il n'y a pas de musique sans son. Mais par contre, il peut y avoir des sons sans la musique. Il faut bien faire la différence. Donc, je peux émettre un son, mais je ne fais pas la musique. Mais je ne peux pas faire la musique sans faire du son. De la même manière, il y a une différence entre le son et le bruit. Le bruit, c'est un ensemble de sons, mais ce n'est pas un son qui est artistiquement mis ensemble. C'est pourquoi le mot art fait toute la différence dans la définition sur la musique. C'est important de comprendre ça parce que ça va être important pour comprendre ce qu'on appelle l'éducation musicale. Et en fait, comment est-ce que ça agit dans notre vie. Voilà. Deuxièmement, il y a la définition de Claude Lévi-Strauss qui a apporté une définition plutôt dans le sens des sens de l'homme. Et là, il parle de ce que la musique, c'est le langage. C'est comme s'il parle, mais sans utiliser les sens de l'homme. Donc, les sens sont répertoriés dans la musique. Pourquoi une musique qui ne traduit pas une certaine émotion, une musique qui n'affecte pas l'être, une musique qui ne change pas, même parfois la mentalité, elle n'est pas forcément en train d'éduquer. Et il y a une troisième approche qui parle de ce que c'est que la musique. Et ici, c'est plutôt la musique dans le sens de la liaison avec la science, et particulièrement les mathématiques. Si vous faites des recherches, pour ceux qui sont curieux, il y a de nombreux articles qui font une symbiose, une relation entre la musique et les mathématiques. Et je me rappelle que quand je faisais mes cours de musique au départ, avec un homme de Dieu qui avait un bac E. Et le bac E, c'est ceux qui sont au-dessus du bac C. Donc, ils ont un niveau plus élevé que le bac C. Donc, si le bac C vous est effrayé, le bac E, c'est encore plus effrayant. Parce que c'est vraiment des calculs. Et lui, il m'avait dit, tu ne peux pas faire la musique si tu ne comprends pas les maths. Tu ne peux pas comprendre la musique sans faire les maths. Parce que tu as besoin des mathématiques pour comprendre la musique. Et justement, j'ai pu confirmer ça parce que ceux qui font de la musique, notamment la théorie musicale, quand on arrive sur les déclinaisons, les combinaisons de notes, les séries de notes, les temps qu'il faut mesurer, ça embrouille les gens. C'est compliqué à comprendre. Et du coup, certains préfèrent laisser et dire que bon, c'est bon comme ça. Moi j'ai reçu ma dose. Donc, je pense que la musique ici a un impact dans la musique où il y a un peu de mathématiques à l'intérieur. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'éducation musicale? L'éducation musicale est différente de l'apprentissage musical. Quand on parle d'éducation musicale, c'est autre chose. Quand on parle de l'apprentissage musical, c'est autre chose. Pendant ce travail, vous allez vous rendre compte que
On peut faire de la musique sans pour autant éduquer. Ou on peut faire de la musique sans faire de l'éducation musicale. Parce que je peux apprendre la musique. L'apprentissage musical a pour but de former au talent. L'apprentissage musical a pour but d'appliquer les dons et les talents, les compétences, la maîtrise de l'art. Mais ce n'est pas forcément dans le but d'éduquer. Parce que éduquer, c'est bien plus que ça. Il faut bien plus faire. C'est pourquoi l'éducation musicale en deux formes. Il y a la musique et il y a l'éducation. Dans la musique, on a déjà vu sa définition. Mais maintenant, l'éducation, ça fait référence à quoi? Quand on combine l'éducation musicale, l'éducation et la musique, on a cette expression. On a développement social du code sonore. Dans cette phrase, vous avez les éléments de la musique et les éléments de l'éducation. Mais le code sonore envoie à la musique, le développement social envoie à l'éducation. Deuxièmement, on a le développement culturel du code sonore. Et troisièmement, le développement spirituel du code sonore. Donc, celui qui fait de l'éducation musicale, il l'utilise, comme pas de code sonore, il faut entendre ici l'art de manipuler les sons. Je pense que ceux qui sont ingénieurs de son comprennent très bien ça. Pour ceux qui ont déjà fait un studio de musique, si vous prêtez attention parfois, quand on fait chanter les gens, soit des sopranes, ou bien des altis, ou bien des ténories, ou bien des basses, on va toujours chercher les personnes qui sont à une même fréquence vocale. Parce que ici, l'ingénieur de son, lui, il doit s'assurer que celles qui chantent ensemble doivent avoir des voix qui collent ou des voix qui sont ensemble. On peut avoir deux sopranes qui chantent dans deux fréquences différentes ou qui sont dans deux thèmes différents. Là, c'est la manipulation du code sonore. Et là, ça relève de l'ingénierie de son. C'est pourquoi il faut des ingénieurs de son pour bien faire des enregistrements de musique. Alors maintenant, le développement social, culturel et spirituel doit tenir compte de ça. Comment je développe le son pour affecter la société, l'environnement, les relations humaines. Comment j'utilise les sons pour affecter comment je développe le son pour affecter la culture, les manières de chanter. Comment je développe le son pour affecter la croyance, la foi de ceux qui écoutent. Ça, c'est l'éducation musicale. Alors, concernant l'être, on a parlé de l'accomplissement de l'être. Mais je veux souligner que quand on parle de l'être, on fait référence à trois composantes. Et chaque composante intègre une des trois dimensions. Pour ceux qui sont chrétiens, lorsqu'on parle de l'être, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'apôtre Paul là-bas fait référence au corps, à l'âme et à l'esprit. Et il parle de l'être. Voilà comment il définit l'être. C'est ce que je vais retenir pendant cette présentation. De l'être ici, on touche le corps, on touche la partie âme et on touche la partie spirituelle. Je ne définis pas l'être comme les psychologues ou bien comme les psychiatres qui disent qu'il y a la partie, il y a la méta et il y a le physique. Donc, pour dire qu'il y a le spirituel, il y a le corporel. Puis, il y a la matière et il y a l'abstrait. L'abstrait, ça peut être l'esprit. La matière, c'est le corps. Mais entre les deux, il y a un troisième composant qui est l'âme. Alors, c'est de ça que je vais utiliser. C'est ça que je vais utiliser ici. Alors, concernant les êtres vivants, on connaît qu'il y a la composante végétale, qui est la composante la plus basse de l'univers ou du cosmos. Et quand on parle de composante végétale, il n'y a qu'une seule dimension parmi les trois que j'ai citées tout à l'heure, la dimension corporelle ou encore la dimension physique. Et c'est sur ça que je vais m'attarder aujourd'hui, la composante physique. Pourquoi j'ai défini le rôle de la musique, de l'éducation musicale dans le développement de l'accomplissement de la dimension physique au début. Alors, la deuxième composante, c'est la composante animale. La composante animale qui intègre non seulement la dimension corporelle de la composante végétale, mais qui intègre aussi la dimension psychique. Et là, on parle de l'âme, on parle du psychisme. Mais l'âme ici de l'animal est limitée par rapport à l'âme de l'homme. On parle de la rationalité limitée des animaux. Et la troisième composante, c'est la composante humaine qui intègre la dimension corporelle, la dimension physique, la dimension spirituelle. Donc l'homme à lui seul, il intègre la dimension physique, la dimension la plus basse de la composante végétale. Il intègre aussi la dimension psychique,
que les animaux intègrent et il prend en considération en plus la dimension spirituelle. Autrement dit, c'est important de comprendre ça parce que les plantes n'ont pas d'âme. Les plantes n'ont pas d'esprit. Voilà ce que ça veut dire en français facilement. Les animaux n'ont pas d'âme, n'ont pas d'esprit. Ils ont un corps et ils ont une âme, mais une âme qui est limitée. Et l'homme a le corps, il a un corps, il a une âme et il a un esprit. Donc, en français facile, l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Et ce soir, vous allez vous rendre compte que dans ces trois composantes, il y a une composante qui est commune à tous les trois composants, il y a une dimension qui est commune, c'est la dimension corporelle. Et c'est ce que je veux m'atteler à définir ce soir concernant le rôle de l'éducation. Comment est-ce que la musique affecte le physique de la plante, de l'animal et de l'homme? Comment est-ce que le physique affecte la dimension physique de la plante, de l'animal et de l'homme? La troisième définition, ça concerne l'accomplissement de l'être. J'espère que Leslie m'écoute très bien parce que je sais qu'il y a une partie qui la concerne. La troisième dimension, la troisième définition, c'est l'accomplissement de l'être. L'être, comment est-ce que l'être est défini? Comment est-ce que, quand on fait référence à l'accomplissement de l'être, on fait référence à quoi? On fait référence au développement du quotient intellectuel, premièrement. On fait référence au développement du quotient émotionnel et on fait référence au développement du quotient social. L'homme est accompli ou l'homme est développé ou la musique influence l'être dans les trois dimensions. Il y a d'autres culs qui sont développés, mais je prends ces trois parce que ce sont les trois qui sont les plus récurrents et qui agissent dans notre vie de chaque jour. Comment développer mon quotient intellectuel? Est-ce que la musique affecte mon développement quotient intellectuel, quotient émotionnel, quotient social? Donc, quand je dis que la musique m'éduque ou je suis accompli dans ma dimension humaine, c'est que je suis développé, la musique développe en même temps ma dimension intellectuelle, ma dimension émotionnelle et ma dimension sociale. Voilà pour les définitions que j'ai présentées. Alors, le deuxième point, le rôle de l'éducation musicale dans l'accomplissement de la dimension corporelle. Ici, on va voir de manière détaillée et légèrement accentuée comment est-ce que, premièrement, la musique affecte la nature végétale. Alors, vous devez être conscient d'une chose, c'est que la musique agit sur des plans en même temps positivement, en même temps négativement. Premièrement, je vais vous présenter comment est-ce que la musique agit sur des plans. Vous allez me dire, comment est-ce que la musique peut agir sur des plantes? Oui, la musique agit sur des plantes. Moi, j'étais surpris de jour que j'ai découvert ça. Et j'ai compris que la musique est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ce qu'on chante et la manière dont on chante a tout un sens. Et ça va se prouver dans ces quelques mots. Premièrement, la musique affecte les plantes par rapport à certains types de musique. Et vous avez le cas des morceaux qui ont été joués par Bach, que vous connaissez, un très grand compositeur, notamment pianiste, et de Ravi Shankar. Leur musique et leurs morceaux, que ce soit en symphonie, ou bien en harmonie, ou bien vocale, leur musique agissent favorablement sur les cultures. Et ça, c'est démontré par les recherches de ce professeur Gorohi et Talab, qui a beaucoup écrit, et un ouvrage qu'il a écrit, The Effect Sound on the Nature. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Elle a écrit ça en 1969 et elle explique de manière très détaillée, par des tests empiriques, comment est-ce que, lorsqu'on a soumis certaines cultures aux morceaux de Bach et de Ravi, comment est-ce que leur développement a été attesté de manière progressive, de manière rapide. Il y a également l'utilisation des champs pour les plants de tomates par les aborigènes d'Australie. Ici, on parle des personnes qui font de la culture des tomates. Ils ont prouvé, ils ont démontré que la musique, la musique affectait la croissance ou bien la rapide maturité
des plants de tomates en Australie. Ils l'ont testé, ils ont vu, en soumettant la musique à un certain type de... en soumettant les plantes de tomates à un certain type de musique, on a vu la croissance, on a vu la progression, on a vu l'impact et on a vu également comment est-ce que chaque chose est en train de travailler et agir positivement sur les plantes. À ce niveau, vous pouvez simplement comprendre pourquoi est-ce que Jésus a dit, si vous ne me louez pas, les pierres vont me louer. Bon, on a vu ça comme une métaphore, mais physiquement et naturellement, c'est vrai. La nature peut louer Dieu, la nature peut célébrer Dieu, la nature peut affecter Dieu. Bon, maintenant, ça dépend du type de musique qu'on chante. Et tout à l'heure, je vais vous montrer qu'il y a des musiques justement qu'il ne faut pas faire du 8. Ça, c'est en moyenne. Donc, dans les plantes non soumises à la musique, ont augmenté de 11,8 cm après une semaine et demie. Après, il a fait le même test avec les mêmes plantes, dans les mêmes conditions. Il a soumis les mêmes plantes pendant une semaine et demie, mais cette fois-ci, il a soumis les plantes à l'écoute musicale 1 minute par jour. Donc, chaque jour, il mettait 1 minute d'écoute musicale des plantes. Et après une semaine et demie, il a eu 13,6 cm de croissance, comparativement à 11,8 en moyenne quand les plantes n'étaient pas soumises à la musique. Troisième test encore qu'il a fait, il a soumis les plantes à la musique pendant une semaine et demie, mais cette fois-ci, 5 minutes par jour. Et le résultat a été impeccable. Il a eu 20,5 cm de croissance des plantes en moyenne pendant la semaine. Il a fait le test. Donc, conclusion logique, plus les plantes sont soumis à la musique, à un certain type d'intensité, à un certain style, plus la croissance est rapide et phénoménale. Pas besoin de mettre des OGM à l'intérieur. Voilà un secret donc pour les agriculteurs. Alors, négativement, la musique aussi a un impact. Le niveau de fréquence stimule ou inhibe l'ADN des plantes. Donc, il y a deux cas. Soit la musique que les plantes écoutent les stimule, comme on l'a vu tout à l'heure, soit ça inhibe. Ça veut dire que ça agit négativement sur l'ADN des plantes. Soit la musique aussi, rock, la musique rock particulièrement, elle est très déconseillée pour les plantes. Parce que soit elle fait ploie des plantes, soit elle fait dépérir, soit elle les tue carrément. Bon, le rock and roll, c'est la musique en métal. Le rock and roll, c'est les musiques que vous connaissez là, de certains chanteurs comme Johnny Hallyday, un peu de Michael Jackson, où les gens, vous voyez des gens sur la scène, qui sont comme des fous, c'est la folie dans la salle. Ça détruit la plante par rapport à la musique classique. Pour ceux qui ont la musique rock, je n'ai rien contre vous. On peut faire une présentation purement scientifique. Alors, le troisième effet que j'ai vu négatif sur la plante, ce sont les études de Steinmeier, réalisées en 92 et 96, où il a soumis la synthèse de protéines des plantes à certains types de musique. Et son résultat a été impressionnant. Voilà le tableau. Le tableau que vous voyez là, permet de voir ça. Donc, le tableau, vous avez les différents types de protéines, d'acides aminés, sur lesquels il a fait son test. Dans ce tableau. Et ensuite, vous avez maintenant 2 rubriques. Quand la musique agit, quand ça stimule et quand ça inhibe. Et là, vous allez voir qu'il y a des gammes qu'il a spécifiées. Par exemple, pour le premier acide aminé, alanine, le Do grave. Et quand on parle de Do grave, musicalement parlant, on fait référence au Do 2, au Do 1 ou au Do 3. On fait référence déjà à ça. Do 4, Do 5. Le Do 4, c'est déjà les gammes où les sopranos commencent dans leur tessiture vocale. Donc, pour ceux qui ont fait musique, c'est particulièrement à vocal Rema. On explique ça là-bas. La gamme, le niveau ou la mesure des fréquences des sopranos, des mésos, des altis et aussi des ténors et des basses. Donc, le Do grave rentre dans la catégorie des Do 1, Do 2 et un peu Do 3. Le Ré aigu, on a le Ré 4, pratiquement le Ré 5, Ré 5, Ré 6, Ré 7. Et là, on a plus de 440 Hz, parce que la 4, musicalement, c'est 440 Hz. Donc, au-delà du La 4, quand on tombe au La 5, on est à 880 Hz.
on double. Et comme on a 3, on a 220 Hz. Fait maintenant les combinaisons mathématiques par rapport au Do et au Ré. Et là, il découvre que l'ananine soumise au Do grave a un effet stimulant. Et soumise au Ré aigu, c'est un effet inhibant. L'arginine au Do aigu, c'est un effet stimulant. Mais au Ré grave, c'est un effet inhibant. Et vous allez voir dans le tableau, il a ressorti justement tous les différents gammes auxquels les protéines, du moins les acides doivent être soumises pour avoir un résultat meilleur. Ça, c'est le travail de Joël Stenholmer. Vous avez justement son titre de tableau qu'il a appelé le code universel de Joël Stenholmer, où il explique justement les effets de la musique. Et il dit que la musique a justement deux effets. Ça a un double poids. Ça dépend de la gamme. Il y a des gammes, que ce soit classique ou que ce soit rock. Mais c'est beaucoup plus classique. Ça veut dire que même dans le classique, il y a certains types de gammes qu'il faut prendre. Dans le rock, il y a certains types de gammes aussi qu'il faut prendre. Ça, c'est au niveau de la musique des plantes, l'effet de la musique sur des plantes. À ce niveau, déjà, on peut conclure que vous avez l'impact ou bien la manière dont la musique agit. Rappelez-vous qu'on parle d'éducation, on parle de développement intellectuel, émotionnel, social, et là, on parle de la partie physique. Donc, comment est-ce que la musique affecte les plantes sur le plan physique? Comment est-ce que ça contribue à l'épanouissement social? Comment est-ce que ça contribue? Et si les plantes ne sont pas bien en forme, vous êtes d'accord avec moi que dans un mauvais jardin, on ne peut pas bien respirer. Bien dans un mauvais espace où il y a trop d'air, il y a des mauvaises plantes entretenues, vous n'aurez pas un environnement serein. Donc, ça va affecter l'homme, même au niveau de sa santé, même au niveau même de sa productivité. La musique n'a pas seulement des effets sur les plantes, ça a également des effets sur les animaux. Et là, on relève que les animaux ne sont pas insensibles à la musique. Vous avez déjà vu comment on manipule les cobras avec certains types de sons. On en parlera dans la session 2, peut-être le mois prochain, je ne sais pas, où là, on va attaquer la partie psychique. Comment est-ce qu'on parvient à dompter les animaux par la musique? Ils ne sont pas insensibles. La musique impacte leur productivité. Et justement, on a relevé les symphonies de Beethoven qui agissent sur la production du lait de vache. Donc, plus les vaches écoutent les sons de Beethoven, plus le lait sort rapidement. C'est quand même intéressant. Et même sur les poules, ça favorise la ponte. Donc, en général, les animaux de rente ont un effet positif, ont une corrélation positive avec la production de leur rente, entendue si par lait ou bien par eux, en écoutant les sons de Beethoven. La musique aussi impacte l'audition et le comportement des animaux. Ça veut dire que lorsque vous écoutez la musique, lorsque les animaux écoutent la musique, ça influence leur audition. Ça veut dire, soit négativement, soit positivement, ça peut donner à l'animal un certain type de comportement. Certaines musiques adoucissent l'animal, certaines les rendent. Et justement, dans les études, il est démontré, je ne vais pas présenter ça parce qu'il n'y a pas le temps pour dire tout ça, c'est tout un travail. Il a été démontré justement que les musiques qui sont rapides, qui sont agressives, du moins qui sont fortes, à fréquence élevée, adoucissent ces animaux. C'est quand même paradoxal. Et certaines musiques qui sont calmes les rendent plutôt agressifs, parmi lesquelles les chiens. Donc, je ne sais pas si vous mettez une musique calme chez vous, votre chien bondit sur vous. Donc, il y a certains types de musique à certaines vitesses, certaines fréquences qui agissent. La manière dont l'animal va réagir, bien dont il va se calmer. Et ceux qui savent bien comment utiliser le son peuvent contrôler les animaux avec ça. Dans ça, il n'y a pas de spiritualité dans ça. Je n'ai même pas encore touché le volet spirituel. Je suis seulement au niveau de la partie physique de la musique. Alors, concernant maintenant les effets sur la nature humaine, c'est mon dernier point. Vous avez l'impact au niveau de la performance sportive. Vous savez, parfois quand vous faites le sport, pour être dans le bain, il y a ce type de musique qu'on met. Bon, les chrétiens n'ont pas souvent les musiques qui bougent là, les musiques qui dansent parfois là. Sauf ceux qui comprennent, sauf ceux qui ont un répertoire enrichi comme le mien.
Moi, j'ai des musiques en rap, j'ai des musiques en R&B, j'ai des musiques même en rock, je suis chrétien, j'ai des musiques classiques. Moi, j'ai personnellement tous les styles. J'ai les Bikusi, j'ai les Benz, j'ai les. Donc, quand je vais faire le sport, parfois, c'est un type de musique que je mets. Mais quand, on n'est pas pour, quand vous êtes pour un répertoire, vous prenez une musique calme, calme là, douce, qui baisse, qui baisse, très calme, émerveillé en ta présence. C'est comme ça là. Quelqu'un peut faire un footing avec ce genre de musique. Donc, il y a un certain type de musique qui favorise l'endurance physique. Observez dans un stade de football. Ils font du bruit, mais la première pour la définition, le bruit, c'est un son. Et quand on parle de son, ce son peut être utilisé pour faire de la musique. Donc, quand ce son est harmonisé, quand les supporters crient dans une certaine dynamique, ça fait comme une sorte d'effet. Observez les champions publics à la télé. Il y a parfois des gens qui chantent là. Ça stimule le corps des joueurs. Ça encourage les joueurs. Ça permet qu'ils soient plus productifs. Donc, la musique n'est pas seulement là pour faire de la scène ou bien du fun sur le stade, mais ça favorise la performance sportive. Ça leur donne d'être plus endurant et plus intéressant. Ça, c'est quand même intéressant de savoir ça. Vous avez aussi la pratique des instruments de musique avant. Ah là, je tire un coup de chapeau à tous ceux qui font de la flûte, qui font du saxophone, des instruments avant. Ça améliore le contrôle de la respiration. Et la respiration, pour ceux qui ont fait musique, c'est l'un des piliers de la musique. Parmi les trois piliers qu'on a, la respiration, l'articulation, l'harmonie, la respiration est l'un des piliers, et je dirais même le pilier essentiel. La respiration, moi j'aime qualifier ça comme étant l'essence de la musique. S'il n'y a pas d'essence dans ta voiture, tu peux parler quelque part. Si tu n'as pas d'air, même si tu sais chanter le do 5, tu sais faire des notes pentatoniques, tu sais faire des gammes harmoniques naturelles, mélodiques, ou bien des gammes majeures. Si tu n'as pas de respiration, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, c'est important de comprendre que la respiration est importante. Et moi, j'ai déjà vu ça justement. La plupart des personnes qui travaillent le saxophone, j'en ai travaillé avec un malheureusement qui est de ce monde, ils ont la respiration quand ils chantent. Ça développe le poumon. C'est comme si le poumon double. Quand ils chantent, ils peuvent faire une leçon sur 4 mesures de 8 ans. Ils peuvent tenir une leçon sur très longtemps. Pourquoi? Parce que la pratique du saxophone, bien de la flûte par exemple, sont en train de siffler pendant des croches pendant 5 minutes, sans s'arrêter. C'est pas pour le piano, je peux mettre pause. Mais là, si tu es en train, quand tu arrêtes de souffler, ben, tu arrêtes de chanter, le son ne sort plus. Donc, la pratique de cet instrument est bien pour ceux qui veulent avoir de l'endurance. Donc, ça améliore le contrôle de la respiration. Actuellement, je crois que le corona est en train de toucher beaucoup des parties respiratoires. Donc, ceux qui ont un problème de respiration, pensez à faire des instruments avant, comme le saxophone, pour aller faire la natation. Voilà, aller faire la nage, la plonge. Ça va améliorer vos performances respiratoires, la gestion du souffle, le rythme cardiaque. Voilà. Voilà une très bonne astuce. Il y a aussi l'impact de la vitesse musicale sur la respiration et la pression, ainsi que le rythme cardiaque. La manière à laquelle vous exécutez un chant, avec laquelle vous faites un morceau, ça va influencer votre façon de respirer. Si vous chantez constamment sur des chants qui vont bouger, ça fait beaucoup bouger. Du country, ou bien de la bossa nova, ou bien de la salsa. La salsa, on choisit de bouger. Pour la chacha, on descend en fait, les rythmes latins. On choisit de bouger là. Vous voyez, ça va influencer votre respiration. Mais pendant ce temps, vous êtes en train d'être éduqué même sur la partie physique de votre être. Ça va améliorer votre rythme cardiaque. Alors, vous avez également l'écoute musicale. On augmente la quantité de calcium acheminée vers le cerveau. Vous allez me dire, mais l'écoute musicale, il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de quoi? Les gens savent écouter la musique. Donc je vais chez le lambda, n'importe qui. Quiconque écoute la musique, c'est un type de musique. De manière intrinsèque, vous ne voyez pas, mais la quantité de calcium qui est acheminée vers le cerveau est augmentée. Et justement, ça va réduire votre pression artérielle. Donc, il faut apprendre, pour ceux qui sont musiciens, ou même pour ceux qui ne font même pas la musique, il faut apprendre à écouter la musique.
Et moi, j'aime souvent dire aux chantres qu'apprenez à écouter. Un musicien n'écoute pas la musique comme un chanteur. Ce n'est pas la même chose. Et un ingénieur de son n'écoute pas non plus la musique comme un musicien. Ils ont la même oreille, mais ils n'ont pas la même oreille. Ils écoutent le même son, mais ils n'écoutent pas de la même manière. Et du coup, ça influence le rendu. C'est pour ça que vous pouvez voir des professeurs d'université, des ministres, payer un conseil de $1000 ou de $500 pour l'écouter un jeune homme de 15 ans faire du piano pendant 3 heures. Vous dites, mais qu'est-ce que ça se fait de temps? Et vous savez parce qu'il y a eu recherche. Quand il est en train de suivre sur ses coupures à l'université là-bas, et quand il trouve un moment pour que son calcium soit régénéré, faire son cerveau, vous pensez qu'il va se priver de ça? Non. Il ne peut pas se priver de ça. Donc, vous avez également l'écoute des chants de Mozart, qui ont été démontrés. Apparemment, ça a un effet réductif sur l'hypertension artérielle. Les chants de Mozart. Je ne sais pas lesquels, mais ce n'est pas difficile à connaître. Il y a des chants que moi j'ai écoutés, ça m'a affecté. Je ne dirai pas le nom des chants, mais j'en parlerai d'une session, de manière subtile, pour ne pas attaquer certains types de religions. Il y a des chants que j'ai écoutés, ça m'a affecté négativement. J'ai supprimé mon répertoire, automatiquement. Ce n'étaient pas des chants chantés, c'était des chants instrumentaux, des mélodies. Ça m'a affecté. Je n'arrivais pas à étudier. Pendant 2 semaines, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Moi, j'ai dit que mais ça c'est la musique que j'ai pris dernièrement à telle personne. Quand je supprimais ça, mon corps était fatigué et plus de sommeil. Ce n'était pas des démons qui sont entrés en moi. C'était la musique que j'ai mis. Parce que quand je travaille, je mets des symphonies pour travailler. Ça me permet de pouvoir être concentré. Surtout quand je fais des calculs factoriels en économie. Vous avez également le troisième, l'écoute musicale, qui a des pathologies telles que les Parkinson, l'épilepsie, les démences séniles et celles liées au système cardiovasculaire. Il y a certains types de personnes qui sont affectées de ces maladies et on demande qu'elles écoutent certains types de chants. Ça favorise la guérison. C'est quand même efficace. Hein? Je crois que si tous les pasteurs connaissent ça, ils auront moins de problèmes à chercher les démons dans les églises et dans leur communauté. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La musique, de manière générale, agit sur l'être au niveau du corps. Et quand je parle de l'être ici, c'est l'être animal, végétal et humain. On l'a démontré sur des plans animaux et aussi sur l'homme. Donc, si vous comprenez ça, vous devez comprendre que l'éducation musicale n'est pas du snobisme. Ceux qui font l'éducation musicale, ce n'est pas seulement pour se faire de l'argent, mais c'est pour aider à l'homme de se développer. Parce que ça agit à tous les niveaux. Et je pense que vous allez bien comprendre ça, justement, avec l'intervention de Judith tout à l'heure. Elle va nous présenter de manière générale. Elle va quand même attaquer la partie déjà humaine, mais dans une certaine section. Elle va attaquer une partie, justement, de la musique concernant un certain type de personnes. Donc, sur ce, je vous remercie. Je laisse la parole à Judith, en espérant que vous avez noté vos questions et vos remarques, qu'on les prenne entre temps. Voilà, je vais laisser la parole à Judith rapidement. Qui va faire sa présentation.